Bonjour et ravi de vous retrouver dans l'hebdo de François en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1. Merci de votre fidélité. Toutes nos excuses, on est un certain nombre à subir les tracas de l'hiver et ces petits ennuis qui expliquent un peu ma voix. Voilà, tout de suite nos invités qu'on retrouve comme d'habitude. Notre ami Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS, qui, solidaire toujours, a décidé d'être malade lui aussi un peu. Hein ? Ça va quand même Très bien. N'exagérons rien. Beaucoup mieux. De toute façon, il suffit de tendre l'oreille, parce que ça rend sourd. De l'autre côté, Éric Zemmour du Figaro, bonjour. Je ne suis pas encore malade, donc je l'ai été, donc voilà, je suis dans un entre-deux. C'est votre éternel optimisme, ça. Pas encore malade. De l'autre côté de la table, pour Africa numéro 1, on trouve Francis Laloupeau. Bonjour Francis. Bonjour, bonjour à tous. En pleine forme. Bonjour. Et enfin, le plus jeune d'entre nous, qui est loin d'être malade, Nadir Djedad. Bonjour. Bonjour. Voilà, tout le monde est là. N'oubliez pas notre adresse email qui doit s'afficher, hebdofranço@rfo.fr, hebdofranço@rfo.fr. Au sommaire de cette édition, on va parler évidemment du plan de relance signé Nicolas Sarkozy qui a été annoncé en milieu de semaine. Et puis, on évoquera encore la fin du conflit en Guyane à propos des carburants. On évoquera Obama et sa belle équipe, l'Inde et le Pakistan qui sont au bord de la rupture. Mais tout de suite, je voudrais qu'on parle du plan de Nicolas Sarkozy. Alors c'était à Douai, en milieu de semaine. La France s'enfonce de plus en plus dans la crise, comme le reste du monde. Les plans de licenciement, hélas, s'égrènent au quotidien. Et le président a parlé. Il a parlé 26 milliards d'euros pour son plan de relance. L'automobile, le logement et évidemment l'emploi sont le centre de toutes ces initiatives. Alors, Nadir Djedad, vous pourriez nous rappeler un petit peu l'économie des mesures proposées par Nicolas Sarkozy ? Alors, juste tout d'abord dire que la France, comme le reste du monde, a été victime d'une crise financière qui s'est mue en crise économique. Dans un premier temps, la riposte, si on peut dire cela comme ça, la riposte du gouvernement s'est située dans le domaine bancaire, avec un plan qui est censé mobiliser jusqu'à 360 milliards d'euros pour aider les banques. Mais l'onde de choc de cette crise s'est propagée maintenant à ce qu'on appelle l'économie réelle. Donc il fallait que le gouvernement relance la machine économique, d'où l'annonce de ce plan par le président de la République. Alors c'est un plan qui vise essentiellement l'investissement pour soutenir l'emploi dans les secteurs cruciaux comme le logement et l'automobile. Le président de la République a annoncé la construction de 70 000 logements sociaux, oui. Le doublement du prêt à taux zéro pour le logement neuf. Il a annoncé aussi la création d'une prime à la casse de 1 000 euros pour les véhicules en échange d'une voiture neuve. Donc, si on écoute un petit peu les points de vue des différents économistes, il n'y a rien de nouveau dans l'annonce de ce plan, dans ces mesures. Par exemple, la prime à la casse a déjà été les Juppé, les Balladur Juppé, le plan à taux zéro également. Mais on peut dire que ce plan de relance français s'ajoute à une série de plans, de mesures présentés par les différents gouvernements en Europe. Donc tous ces plans sont censés soutenir un plan de coordination entre les différents pays européens d'un total de 200 milliards d'euros. C'est-à-dire sur toute l'Union européenne, même si chaque pays a décidé de faire... voilà. Bien entendu... Et Éric Zemmour, moi j'ai lu la presse comme tout le monde, elle semble très partagée, c'est toujours la même histoire, la bouteille à moitié vide, la bouteille à moitié pleine. Selon vous, ce plan a une chance d'être efficace, Éric Zemmour ? Alors là... oui, c'est ça, je peux pas répondre à cette question. Ça tombe bien. Mais voyez, là, je m'arrête. Il ne peut pas répondre à cette question, alors on va la poser autrement. Est-ce que c'est un plan qui vous paraît à la hauteur des enjeux ? Mais écoutez, c'est très difficile à savoir. Ce que je sais, c'est que, en gros, ça correspond à 1,3% du PIB français. Produit intérieur. Et il faut voir que les Anglais et les Américains ont fait des plans de relance qui correspondaient à 5 ou 6%, je crois, de leur PIB. Il faut voir par ailleurs... Sous-entendu dans ce que vous dites, c'est que peut-être c'est pas à la hauteur des enjeux, c'est petit. J'ai pas dit ça, c'est plus petit. C'est plus petit. Il faut voir de l'autre côté, quand Nadir, je suis pas d'accord avec Nadir quand il dit il y a une coordination européenne, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que les Allemands ne font quasiment pas de plan. Voilà. Non. Nous retournons là. Il y a un plan national en tout cas. On va laisser. Les Allemands ne font traîne des pieds. Les Allemands ne font quasiment pas
plan de relance, c'est un choix, c'est-à-dire qu'ils choisissent leur équilibre. Je suis pas en train de juger, ils choisissent leur équilibre budgétaire ils privilégient l'équilibre budgétaire. Il y a une politique monétaire europééenne, par ailleurs. Oui, évidemment, il y a une banque centrale européenne. Attendez, on est là sur la relance budgétaire. Là, on est sur le plan de relance de Nicolas Sarkozy, qui n'est peut-être deuxièmement, pas à séparer totalement des décisions de la Banque centrale européenne. On y reviendra après. Mais d'abord sur les propositions très précises, quand même. C'est je dirais que c'est du keynésianisme classique. Je dirais de droite entre guillemets, ça me rappelle le plan Chirac en 75. C'est-à-dire on s'est privilégie l'investissement, on ressort des cartons. C'est très intéressant d'ailleurs parce que jusqu'à présent les critères de Maastricht. Je vous ai déjà vu plus enthousiaste, Éric Zemmour. Non mais c'est intéressant. J'essaie d'analyser, j'essaie de comprendre. Je vais pas monter au plafond pour un plan de relance. Surtout quand même. pas, ça serait violent. C'est pas ça, c'est que vous Surtout que y si le plafond est assez haut, vous seriez embêté. Vous y montez souvent par ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez? Ça dépend des jours. Et ça Voilà. dépend des sujets. C'est un jour sans. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous m'avez fait perdre mon fil. Ce que je veux dire, c'est que c'est un plan de relance qui ressemble, à mes yeux, à celui de Chirac en 75, c'est-à-dire qu'on relance l'investissement. Tous les grands travaux TGV, etc., qui étaient mis dans les placards à cause des contraintes de Maastricht, aujourd'hui sont ressortis parce qu'en fait, on s'est assis sur les contraintes de Maastricht. C'est quand même ça, je crois, la grande nouvelle de ce plan. Alors, Dominique Volton, manque d'originalité, est-ce que ça signifie pour autant manque d'efficacité? Ah non, mais moi je dirais trois choses. La première, c'est que c'est un immense revirement par rapport aux politiques libérales antérieures. On oublie qu'il y a moins de 3 mois, aucun de ces gouvernements européens dans la modélisation aurait soutenu des politiques keynésiennes de redistribution. Donc c'est invraisemblable, il y a une espèce de révolution. Oui, il y a 3 mois, il n'y a plus d'argent, non, il y a la dette, il n'y a plus pas, d'argent dans il y les a 4 mois, caisses, puis tout d'un coup... Voilà, donc premièrement, pourquoi pas? Mais je pense que les politiques devraient quand même être honnêtes et dire que tous ceux qu'ils ont traités d'idiots, de stupides, parce qu'ils parlaient de politique keynésienne de relance de la demande pendant 20 ans, je pense qu'il faudrait quand même faire un petit minimum d'autocritique quand même, ça mangerait pas de pain et ça rendrait service à tout le monde sur l'honnêteté du débat politique. La deuxième chose, c'est que c'est pas parce que c'est classique que ça peut pas être inefficace. Et on retombe sur l'éternel débat qui dure depuis 1840, c'est que quand il y a des grandes crises, il faut faire des grands travaux. Et ce qui est très bizarre, c'est que les gens de droite, tendance libérale, ont ridiculisé cette problématique qui est très ancienne, Absolument. et ils y reviennent On aujourd'hui. pense aux ateliers... Bien sûr, 1840. nationaux. 1840, les ateliers Et nationaux. je trouve que c'est fondamental, parce que derrière les grands travaux, il y a une solidarité nationale. Donc moi, je pense... Bon. Troisièmement, contrairement à ce que disait Zemmour, c'est quand même un avantage énorme, cette Europe. Parce que même si c'est difficile, c'est quand même une coordination européenne. Même s'il y en a qui traînent les pieds, il y a quand même une politique qui agit quasiment 27, avec une banque centrale. Et je pense qu'on va s'apercevoir que cette Europe Volton, vous dites bien avec une banque centrale. La banque centrale vient de baisser. Baisser, c'est tout. Oui, Il faut qu'on explique. Attendez, Oui. il faut qu'on explique à tout le monde parce que c'est un petit peu Technique. peu technique. La Quand banque la banque centrale- centrale baisse son taux, Mais- ça veut dire que les banques qui se prêtent entre elles se Moins prêtent cher. à un taux moins Moins cher. cher. Donc ça Et peut qu'en relancer. principe, elles le répercutent Voilà, auprès en des principe. particuliers. J'ai bien dit en En principe. principe. Donc, c'est intéressant pour les banques. Et la dernière chose que je voulais dire, donc, par conséquent, on est dans un schéma classique que moi, je ne critique pas, mais je trouve qu'une parole, pour justifier un revirement pareil, serait utile pour tout le monde. Et dernière chose, par contre, qui risque de faire problème, c'est que le plan, c'est 26 milliards, 23 pour l'investissement et 3 pour la consommation. Et 3 pour la consommation, notamment des plus pauvres. Et j'en reviens toujours à ce qui m'intéresse, c'est qu'autrefois, les gens ne voyaient pas forcément les différences entre les inégalités en faveur de l'investissement et rien pour la consommation. Là, les pauvres, on va leur donner finalement 100 ou 200 euros de plus. Ils sont très contents d'avoir ça. Mais rien ne dit, compte tenu de l'espèce de colère qu'il y a sur cet effondrement du système monétaire mondial et financier, qu'il va pas y avoir, après la phase, merci au moins à ça, mais attendez, pourquoi 23 milliards d'un côté et pourquoi 3 milliards de l'autre? Donc on est sur un problème où c'est toujours très chaud l'économie parce que c'est toujours de la politique. Et donc la manière dont c'est présenté, moi je ne sous-estime pas depuis plusieurs semaines ici le fait que les peuples vont accuser le coup, ils demandent des comptes. Ils demandent des comptes et plus de justice. Francis. Et puis ensuite, Éric Zemmour. Je crois que ce plan est un aveu. C'est un aveu collectif de toutes les politiques européennes. Et c'est vrai qu'il y a une coordination quand même. Il y a un mouvement de coordination globale pour... Non, mais il y a que Zemmour qui voit pas que l'Europe, ça existe depuis 40 ans. Je répondrai. Voilà, j'ai noté, j'attends mon tour. Il y a que Zemmour qui ne sait pas que l'Europe existe. Je disais donc qu'il y J'attends avait mon un tour, ça, mouvement quand même concerté pour d'abord amortir la crise financière à Voilà. laquelle on a fait face depuis quelques semaines. Cela est évident. Là, on est Parce plutôt... que cette batterie de Nadir mesures... parlait de la crise économique réelle. Non, mais les deux sont liés. Les deux sont liés. À Les l'initiative deux sont liés. Ils Parce n'arrêtent pas que de se concerter, les la crise financière révèle une réalité. C'est que nous sommes
rentrer dans une ère où les gouvernements ne peuvent plus faire de la politique sur le long terme. Il faut qu'ils répondent à des urgences, il faut qu'ils mettent en place des plans de court terme. C'est pour cela que ce gouvernement, celui de Nicolas Sarkozy, devait faire des choix. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'un plan révolutionnaire global qui pourrait, par exemple, s'étendre sur le temps d'un mandat ou l'espace de mandat. Donc, Nicolas Sarkozy a choisi de privilégier les investissements, effectivement, de privilégier certains secteurs en termes d'entreprise, le logement, enfin l'immobilier et l'automobile, qu'il faut le dire en passant, pourquoi ceux-là et pourquoi pas les autres? Parce que ces secteurs de l'immobilier et de l'automobile ont une capacité de lobbying qui est beaucoup plus puissant que les autres secteurs. Et de l'emploi, et beaucoup d'emplois. Ils sont générateurs d'emplois aussi, dit-on. Il s'agit donc de renforcer ces entreprises, de soulager leur trésorerie et de stabiliser les emplois autant que faire se peut. Mais je pense qu'on pourra faire le bilan de ce plan très rapidement. C'est-à-dire que c'est un plan qui pourrait fonctionner sur un moyen terme, un court terme, disons d'un an par exemple. Le grand absent quand même, et personne ne l'a dit, de discours du président et de cette batterie de mesures, c'est la question centrale, obsédante quand même pour les Français aujourd'hui, du pouvoir d'achat. Et une des mesures qui est énoncée par le président Nicolas Sarkozy, c'est de donner une prime de 200 € aux aspirants, enfin, disons que aux plus pauvres, disons que ceux qui sont, disons, les bénéficiaires potentiels du RSA. Bon, je veux dire, il vaut mieux et ça au mois de mars 2009. Il vaut mieux ça que rien du tout. Mais on sait d'abord que c'est dans 3 mois, et deuxièmement, on sait très bien que 200 €, c'est une course au supermarché. Alors, moi, je voudrais répondre à tout ce que j'ai entendu parce que ça m'intéresse beaucoup. Et donc, du coup, voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que pourquoi il n'y a pas grand-chose pour le pouvoir d'achat? Pourquoi il n'y a pas grand-chose pour la consommation? Ce n'est pas une relance par la consommation. C'est pour ça que j'ai parlé de la relance de 75. Ce n'est pas la relance de 81. Il y a une forte disproportion. Il y a une forte absolument. Mais je pense que c'est... Tout le monde est d'accord là-dessus. Je pense que c'est... Mais bien sûr, je pense que c'est volontaire. Et pourquoi justement? C'est justement parce qu'il n'y a pas de concertation européenne. Parce qu'une relance de la consommation, à chaque fois qu'on l'a faite dans le passé, qu'est-ce que ça a fait? Ça a permis aux exportateurs allemands de faire croître leurs exportations et ça a plombé notre balance commerciale. Ce n'est pas une relance européenne. Je pense que j'ai laissé parler tout le monde. Il y a une erreur sémantique. C'est vrai que j'ai laissé parler tout le monde. Franchement, vous exagérez. Pas de relance. Francis, on va laisser Éric Zemmour se terminer. On se calme quand même, c'est pas non, parce que sinon je vais perdre le fil de mon tout le monde va rester calme. Il est très fragile, Éric Zemmour. Il y a les petits moyens. Il y a les petits moyens, c'est des gros moyens. Voilà, allez. On va laisser parler Éric Zemmour, s'il vous plaît. Prenez votre camomille, allez-y doucement. Donc, ce que je veux dire, c'est que on voit bien que les Allemands refusent une politique de relance qui nous permettrait à nos exportateurs d'en profiter, parce que les Allemands sont les Européens qui consomment le moins, et une relance de la consommation favoriserait leurs exportations. C'est pour ça que Nicolas Sarkozy a choisi de ne pas favoriser la consommation. Deuxièmement, quand on parle de la politique monétaire, je suis d'accord, il y a une politique monétaire. Sauf que jusqu'à présent, et pas seulement pour des mauvaises raisons d'ailleurs, Trichet, le gouverneur de la Banque Centrale Européenne, Monsieur Trichet, Jean-Claude Trichet, a favorisé une politique de l'euro fort avec des taux d'intérêt plus élevés que partout ailleurs. Or, cette politique, une fois de plus, défavorise nos exportations, défavorise nos exportateurs. Et elle n'est plus tenable apparemment. Elle n'est plus tenable. Quoique, je vous rappelle que la baisse des taux fait que le taux européen sur l'euro est encore plus élevé que les taux anglais et les taux américains. Donc, de toute façon, l'euro sera toujours surévalué par rapport au dollar, à la livre et même au yuan chinois qui va être massivement dévalué. Oui. Donc, la politique n'a pas changé. Il y aura une réaction internationale sur la dévaluation du yuan. Hein. D'accord, mais en tout cas, ils vont le faire. Ils s'en moquent complètement, eux. Donc, tout ça pour dire que ces questions-là ne sont absolument pas réglées. Alors, moi, je voudrais poser la question à Nadir. Juste Francis, une petite interjection rapide. Très rapide. Je crois qu'il y a je ne sais pas si on peut appeler ça un malentendu ou un mensonge ou simplement une interprétation sémantique de ce qui vient de se passer, en fait, le discours de Sarkozy. On nous parle de plan de relance. Il faut préciser, parce qu'en politique, les mots sont importants. Il ne s'agit pas d'un plan de relance, contrairement à ce qui est énoncé. C'est un plan d'amortissement de la crise et c'est un plan de stabilisation. Bon, c'est Nadir. Non, c'est pas un plan de stabilisation.
Stabilisation, ça veut dire au contraire augmentation des impôts pour stabiliser le stabilisation des déficit emplois, notamment. Les termes économiques, c'est ça. On va laisser la parole à Nadir Je ne Djenad. savais pas qu'en plus de toutes vos compétences, vous étiez docteur S-économie. Excusez-moi, j'ai fait quelques études économiques. Bon, Excusez-moi. j'aime beaucoup les fleurets mouchetés. On va laisser Nadir Djenad s'exprimer. Excusez-moi. Les autres sont moins compétents que vous. Nadir Djenad peut-il s'exprimer? Merci. Non, écoutez, moi je préfère plutôt revenir sur la situation économique et sociale en France, qui cet énième plan annoncé par le président de la République est censé résoudre une partie des problèmes des Français. Les derniers chiffres sont alarmants, tous les indicateurs économiques sont au rouge, le taux de chômage a encore progressé en France au dernier trimestre. On parlait tout à l'heure du pouvoir d'achat. Je lisais une enquête réalisée par Ipsos qui montre que plus de 2/3 des Français disent que leur pouvoir d'achat a baissé en un an, toutes conditions socio-professionnelles. Il y a également, entre le printemps 2007 et l'été 2008, les ménages les plus modestes ont subi un choc inflationniste concernant leurs dépenses élémentaires. C'est-à-dire que leurs dépenses ont explosé en un mot, les dépenses élémentaires, c'est-à-dire le logement, le chauffage, l'alimentation. Disons ce qui est incontournable, quoi, finalement. Ce qui est incontournable. Maintenant, il est évident que le président de la République a annoncé un plan, mais la crise sera-t-elle résolue? Ça, c'est évident. Alors, je les oublie pas du tout. Je veux voir les causes. Alors, on va laisser trois choses rapidement. Dominique Volton et ensuite on va continuer un peu. Premièrement, en gros, on dit c'est finalement assez classique, c'est pas révolutionnaire. Pourquoi pas? C'est étonnant, c'est qu'on aurait pu attendre de la part de Sarko, mais c'est pas une critique de ma part. Monsieur Sarkozy. Oui, du président Sarkozy, puisqu'il a dit depuis le début de son mandat qu'il essayait de faire des choses originales, inventives. Là, il aurait peut-être pu inventer. Il n'a pas inventé. Je le critique pas, mais c'est dont acte. Deuxième chose. Je pense que, même si c'est classique, même si c'est limité, c'est pas grave, je pense qu'il y a un effort de communication politique qui n'est pas fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un énième plan après d'autres, et du coup, notre réaction sur le plateau le prouve. Un politique aurait besoin, je trouve, de donner 3 arêtes, 2 raisonnements. Enfin, il y a un effort de communication politique qui n'est pas fait, et c'est dommage parce que, comme la marge de manœuvre est faible, bon. Et troisième chose, sur l'Europe, j'y reviens, c'est quand même sûrement la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a 27 pays qui, même s'ils ne sont d'accord sur rien, essaient quand même d'accorder un minimum leur violon sur les analyses, sur les problèmes financiers, sur les problèmes monétaires, sur les problèmes économiques. Moi, je trouve que c'est un progrès gigantesque. C'est-à-dire que, je voudrais juste finir, mais ça lui donne l'urticaire, le mot. Non, mais parce que... Bon, laissez-moi finir. Je m'excuse, vous êtes soi-disant journaliste, donc regardez les faits. Regardez les faits, ne confondez pas votre idéologie avec les faits. C'est la première fois que 27 pays qui ont tant de disparités essaient d'avoir vaguement une analyse commune. Et je trouve que nous devons le souligner. Et j'aurais même tendance à dire que si le président Sarkozy n'est pas capable de tenir un discours fort de communication politique sur le plan national, au moins devrait-il dire, avec d'autres, écoutez, l'immense révolution, c'est qu'à 27, on essaie de faire quelque chose. Encore faut-il quand même remarquer, parce que les téléspectateurs soient au courant, il n'y a pas de plan de relance ou d'investissement européen. Il y a des plans nationaux. Je trouve pas. Justement, vous avez tout à fait raison. Jean-Marc a raison. Ce sont des plans nationaux, mais qui s'additionnent dans une qui donne une dynamique globale. Et peut-être que Eric a raison, d'accord, le plan qui vient de nous allons laisser le plan qui a été énoncé, je le répète une fois de plus, ce n'est pas un plan de relance. Vous avez dit, c'est pas un plan de stabilisation. Dites-vous. Ah bon, alors, il n'est pas d'accord avec le stabilisation. Disons que c'est un plan d'endiguement de la crise. Ce que je remarque, je vous propose de laisser l'avenir, et l'avenir proche, régler votre différend, parce que dans peu de temps, on saura si ces plans ont vraiment joué un rôle quelconque. Je remarque quand même que vous êtes tous, quelles que soient vos différences, assez prudents quant au résultat de ce plan. L'époque nous oblige à... L'époque vous oblige à la prudence. Bien. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ce qu'on a déjà commencé à traiter la semaine dernière, sur ce qui s'est passé en Guyane. Pour 2 raisons. D'abord parce que nous avons reçu des mails. Les gens nous ont demandé d'en reparler. Pardon, excusez-moi. Et puis aussi parce que, cette fois, le conflit est réglé. Le conflit est réglé. Après 11 jours, un accord est intervenu. Les barrages routiers sont levés. La Guyane va reprendre une activité normale. Alors, je rappelle en 2 mots les faits. La population et les socioprofessionnels demandaient la diminution de 50 centimes d'euros du prix du litre d'essence. Et il y avait, si vous voulez, entre, d'un côté, le gouvernement qui avait réussi à obtenir de Total, qui gère l'essence en Guyane, une baisse de ce prix, et de l'autre côté, le conseil régional et général qui était invité par le gouvernement
eux aussi, à baisser une partie de leurs taxes de façon à ce que ça arrive à 50 centimes, il y avait un désaccord. Ce désaccord a été levé pour un mois. On verra au bout d'un mois. Alors, ma première question, elle est toute simple, hein. C'est Nadir Djenad. Qu'est-ce que vous pensez, vous, que le fait que pendant 5-6 jours, les élus locaux et l'État se soient renvoyés la balle comme ça, en disant non, moi je ne veux pas payer mes 30 centimes, non, c'est à l'État non, c'est au Conseil régional. Ça n'a pas fait durer le conflit? Est-ce que c'est bien raisonnable d'en arriver là, entre hommes et femmes politiques? Écoutez, très certainement, vous avez certainement raison, mais moi je constate une chose, c'est que ce qui s'est passé en Guyane montre que le prix du carburant est une préoccupation majeure, voire capitale pour les habitants de Guyane, mais également pour tous les habitants des départements et territoires d'outre-mer. Parce que en octobre, sur l'île de la Réunion, il y a eu aussi des manifestations. Absolument, et vous avez raison de le rappeler. Ça n'a pas été évoqué. Il y a eu les mêmes manifestations, à savoir que des gens manifestaient pour critiquer la hausse des prix du carburant. Donc c'est une préoccupation qui touche l'ensemble des ultramarins. De plus, Yves Gégaud, le secrétaire d'État à l'outre-mer, a reconnu que le prix du carburant en Guyane était le plus élevé de France. Oui, absolument. Il atteindrait 1,70 €. Voilà, quelque chose qui n'est pas normal. Ouais. Et pour que tout le monde comprenne bien, les Guyanais payaient l'essence plus cher que les métropolitains. Exactement. Et par mesure de précaution, Yves Gégaud a demandé aux préfets de Martinique et de Guadeloupe de revoir aussi les prix des carburants pour éviter qu'il y ait un homme averti en vaut deux. Exactement. Mais moi, je dirais qu'il y a cette situation, mais il y a aussi d'autres problèmes sur la table et qui n'ont pas été résolus. Il y a par exemple toute une série de mesures adoptées par le gouvernement qui a provoqué un fort mécontentement dans les départements et territoires d'outre-mer. Je pense par exemple à la suppression des avantages des fonctionnaires retraités installés à l'outre-mer également, ce qui a provoqué un mécontentement. Il y a cette semaine, hasard du calendrier, il y a eu la présentation au Sénat du budget de l'outre-mer, un budget qui a été adopté en première mouture, et plusieurs élus, dont le président socialiste, le député socialiste de Guadeloupe, Victorin Lurel également, ont affirmé que ce budget n'était pas à la hauteur des attentes des populations. Donc il y a, au-delà, moi j'ai envie de dire, il y a un substrat, au-delà de cette crise autour des prix du carburant, il y a un mécontentement vis-à-vis du gouvernement concernant la politique économique et sociale. Ce sont des économies qui sont sous perfusion métropolitaine, on va dire, des économies très fragiles. Pour le cas de la Guyane, un taux de chômage qui avoisine les 30%. Le prix de l'essence qui a augmenté 2 fois en moins de 2 ans. C'est insupportable pour les populations. Et on comprend que les gens descendent dans la rue et ils descendent dans la rue, mais je vais poser une question provocatrice à Éric Zemmour, forcément. Hein. Pourquoi est-ce qu'on laisse pas... On a déjà eu le quart d'heure sur l'Europe. Pourquoi forcément? Parce que je savais que ça provoque un peu de réaction. Pourquoi est-ce qu'on laisse pas les Guyanais aller se servir d'essence au Venezuela, où elle est beaucoup moins chère, et c'est juste à côté? Parce que ça s'est fait. Pourquoi est-ce que... Après tout, on parle souvent des spécificités de l'outre-mer. Qu'est-ce qu'il y aurait de si choquant, je pose la question peut-être naïvement, de dire, il y a une situation particulière, il y a le Brésil pas loin de la Guyane, il y a le Venezuela pas extrêmement loin. Je cherche les deux territoires qui sont à côté, c'est pas le Venezuela. Guyana. Je ne comprends pas tellement le Si, pourquoi il n'y a pas de liberté de circulation? Voilà. J'ai compris, mais c'est un territoire français. Oui. Alors, attendez, moi que je sache. J'essaie de comprendre la réponse qui paraît d'évidence à Éric Zemmour. C'est un territoire français. C'est pas la Guyane. C'est ça la question. Non mais il y a des tas de pays où on va chercher de l'essence quand c'est moins cher. D'accord, mais je veux dire qu'ils aillent chercher de l'essence. Je comprends pas le problème. Ils sont fournis par des entreprises pétrolières. Total. Oui, donc voilà, donc cette question, parce que le prix au Venezuela, par exemple, au Brésil, ils sont pas vénézuéliens. La Guyane n'est pas une région du Venezuela. Donc ils n'ont pas la question est pourquoi de nombreux Guyanais qui déjà... je vais reformuler ma question parce que où Éric Zemmour joue la bête, il ne comprend pas. S'il joue la bête, on va la poser à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors on va la poser à Dominique Volton qui brûle d'impatience de répondre. Il y avait des Guyanais qui, déjà avant, compte tenu du prix de l'essence en France, en Guyane, allaient chercher au Brésil ou au Venezuela parfois de l'essence. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un système qui dit il y a une spécificité outre-mer de la Guyane, par exemple, qui n'est pas loin de pays producteurs de pétrole,
On prend une taxe d'importation, évidemment, pourquoi pas, mais ça permet que les Guyanais payent l'essence s'il y a moins une taxe cher. d'importation, ils ne payent pas moins cher. Ah si, Non, il suffit vous de l'importance de la taxe Là, moi, je d'importation. vous réponds sur le fond. C'est que la manière dont vous posez la question est révélateur des contradictions. Et là, est révélateur la manière de... Oui. Révélatrice. La manière est révélatrice, on s'est compris. Allez, on avance un peu là, tout le monde est un peu fatigué. Moi, je rentre du Japon hier soir, j'ai le droit. Bon. Alors, C'est le japonais. non, c'est pas ça. Je veux dire, la contradiction des dom-toms, c'est la suivante. C'est que c'est des territoires à très haut niveau de vie, avec des économies, hélas, relativement artificielles, qui se protègent énormément des pays alentours, qui, naturellement, eux, voudraient venir chez nous pour des questions sanitaires, pour des questions de PMI, de protection maternelle. De par conséquent, on peut pas, sur un aspect de l'économie, leur dire, écoutez, allez-y librement, et par ailleurs, il faut reconnaître Ce qui explique, sur l'essence, on peut pas, parce que ça voudrait dire qu'on accepterait de considérer que la Guyane est dans un environnement particulier. Alors, vous savez, la Guyane, c'est typique, hein. Le nom m'échappe, c'est idiot. Le territoire qui est juste après Saint-Laurent du Maroni, mais qui n'est pas le Venezuela, c'est un autre. C'est la Guyane anglaise et la Guyane hollandaise. Vous parlez du Suriname, je suppose. Eh bien, nous avons une véritable fourche à brol, parce que, même chose aux Comores, parce que tout le monde veut venir dans les territoires français. Alors, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème. Donc, ceci explique l'impossibilité qu'on peut pas faire pour ce que vous l'instant. proposez. D'accord. La deuxième chose, c'est qu'il y a la contradiction de fond. C'est normal, puisque ce sont des citoyens français, qu'ils aient en gros le même niveau de vie qu'en France. Le problème, c'est comme ils sont un département, après tout. comme ils sont dans des régions extrêmement pauvres, on est dans un conflit de valeurs, d'intérêts et d'inégalités qui est crucial. Et la question qui se pose... Enfin, là, ils payaient l'essence plus cher que Oui, nous, non, mais pour dire les choses clairement. Je généralise le propos. Par ailleurs, ils ont des tas d'avantages que nous n'avons pas, etc. Ah bon? Bien sûr, c'est quand même... oui. Si vous voulez, si on mettait noir sur blanc l'ensemble des avantages qui commencent quand même tout doucement à être réduits, mais qu'il y a sur les dom-toms et sur les métropolitains qui sont dom-toms et sur un certain nombre, c'est quand même... Ça serait bien qu'on consacre une émission pour en parler, parce que je suis un tout petit peu moins convaincu que vous. Mais bon. Bah écoutez, c'est pas une économie, c'est pas une situation égalitaire. Mais de toute façon, c'est pas ça le problème. Qu'elle soit pas égalitaire, c'est normal parce qu'il y a des gars. C'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait par solidarité avec les régions d'à côté? Et c'est ça le problème qui est posé, c'est que il y a un train de vie supérieur. On peut ajouter de gueuler. Et vous avez dit sur la Martinique, mais moi j'ai un souvenir que la plupart des plus gros conflits sociaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie sont aussi sur le prix du carburant. Très souvent. Très souvent. Alors il y a des lobbies aussi. Faire attention. C'est à la fois, c'est compliqué, c'est à la fois la vie quotidienne, il y a des lobbies, c'est la liberté, c'est c'était à la fois la population et les socio-professionnels. Alors dernière chose pour finir là-dessus. Alors on va finir. Éric Zemmour, ensuite Francis Laloux. Je trouve que l'originalité du système français, c'est qu'on a une autonomie des territoires outre-mer qui est extrêmement forte. Et je trouve que dans une crise comme ça, au lieu que les uns, je réponds à votre question, se renvoient la balle, il faut me dire, écoutez, on essaie d'inventer un nouveau modèle politique avec de la concertation entre les élus, l'État, et là, on serait capable d'inventer quelque chose qui serait intéressant. Au lieu de ça, on n'est pas capable de le faire, ce qui est un peu embêtant. Ce que j'ai trouvé paradoxal dans cette histoire, c'est que on avait un président de région socialiste, Parti socialiste guyanais, qui refusait de baisser les impôts, évidemment, parce que les impôts lui arrivaient à lui, à sa région. Ça lui permet, disait-il, je cite, de construire des collèges, des évidemment. Je ne voulais pas dire que c'était dans sa poche, évidemment. Exactement, comme dans toutes les régions françaises. Et deuxièmement, un État avec un gouvernement de droite qui, par souci social ou par démagogie, poussait le président de région socialiste à baisser les taxes, évidemment, qui ne lui revenaient pas. Il y avait un jeu là très pervers entre les deux, et pendant ce temps-là, c'est la rue qui imposait sa loi, ce qui n'est pas, même en Guyane, forcément... une bonne solution. Exactement. Bon, alors, Nadir Djenad et non, mais alors Francis Laloupeau, qui, quand on donne la parole à Nadir Djenad, se réveille. Allez-y, Francis. Je voulais juste préciser pour Éric Zemmour que j'étais un peu surpris qu'il indique les obédiences politiques de ces deux, d'un côté la droite et de l'autre côté les partis socialistes. Non, parce que là, c'est pas une question gauche-droite. Il y avait une question de négociation, simplement, je veux dire, entre un pouvoir local et le pouvoir central. C'est tout. Vous avez raison. Oui, mais ça n'exclut pas leurs appartenances. En gros, Francis Laloupeau veut dire clairement que la région aurait été d'obédience de droite, ça n'aurait peut-être pas changé les choses. Absolument. Alors pourquoi les gens votent-ils à gauche? C'était juste bon de le préciser, tout simplement. Éric Zemmour fait l'enfant
enfants. Mais oui, évidemment, mais évidemment. Les gens qui défilent dans la rue, qui manifestent. Ça doit être la proximité de Noël, je pense. Je veux dire, avec le carte. J'ai bien compris. Comment dire, de parti, quoi. Si la ligne politique des pouvoirs n'a plus aucune importance, il faut arrêter de voter pour les uns. Il s'agit d'une question sociale, ça n'a rien à voir avec la gauche et la droite. Ah bon, je croyais que la gauche, c'était le socialiste. C'est vraiment. Il n'y a pas que les gens de gauche qui. Pourquoi je croyais. Bon, il va nous revenir le 1er janvier, peut-être qu'il aura grandi un peu. Nadir Djenad. Oui, moi ce que je constate également, c'est qu'on a très peu parlé effectivement de ce qui s'est passé en Guyane. Il y a eu des mouvements de grève, il y a eu un mouvement social très très dur, et on en a très peu parlé. Imaginez-vous l'Alsace par exemple, ou l'Île-de-France. Pour prendre un exemple, l'Alsace, l'Île-de-France, bloqué pendant une semaine par un... C'est l'éloignement géographique, ça veut dire. Oui, mais non, il n'y a pas que ça. Non, mais c'est vrai, ça compte quand même. Non, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Bien sûr, mais les Outre-mer ne font pas partie. Imaginez-vous donc bloqué pendant 8 jours par un mouvement de protestation contre le prix de l'essence, sans faire les titres des médias, sans que les partis politiques se soient emparés de l'affaire, seulement les partis politiques locaux, je veux dire, sans que les syndicats aussi se soient exprimés. Moi, je pense que la politique du gouvernement, et on en a déjà parlé ici, la politique du gouvernement est hésitante concernant l'outre-mer. Voilà, concernant l'outre-mer est hésitante. Moi, j'ai le sentiment qu'on a c'est une politique prospective. Voilà, une politique prospective hésitante, que la France métropolitaine elle-même en crise est partagée entre indifférence, mais aussi mes volontés de rester sur place dans un but stratégique. Si je peux aussi apporter une précision avant que Dominique Volton ne prenne la parole, et on finira comme cela. Le tunnel de la parole. Vous posez la question tout à l'heure, vous vous demandez si c'était choquant que les Guyanais s'approvisionnent en essence au Venezuela ou au Suriname, c'est ça. Juste préciser aussi à ce niveau-là, moi je suis un expert des questions guyanaises, vous l'aurez remarqué, mais je voulais juste préciser que... Surtout Christiane Taubira nous a pas écrit, mais elle aurait pu. Hein. Je voulais juste dire que ça ne choque personne, que les Français à certaines frontières et s'approvisionner en produits moins chers. Par exemple, les Basques ou les Basques qui vont en Espagne, les cigarettes en Belgique, ou alors les vêtements en Italie, par exemple. Ça ne choque pas. Donc, je voulais aussi. Non, pas du tout. Je veux dire que tous les jours, vous voyez des Français. Oui, d'accord. Je veux dire que c'est pas. Des Français qui habitent à Lille. Disons que ça s'appelle une tolérance. Mais j'ai répondu à ça tout à l'heure. Par exemple, il y a par ailleurs la scolarité, les hôpitaux. Et il y a une logique territoriale, géographique, je veux dire, dans laquelle aussi se situe la Guyane, et qu'il faut aussi savoir respecter, et avec laquelle il faut conjuguer et négocier pour les grandes décisions nationales. Alors, Dominique Volton, c'est vous qui allez... Oui, moi je trouve que c'est intéressant ce que disait Nadir quand même, sur le fait qu'on ne peut pas dire que la presse nationale se soit vraiment emparée de cette situation en Guyane. Ça s'était passé en Alsace ou en Normandie. Alors, je pense que... alors, on peut dire deux choses. La première, c'est qu'il y a une immense injustice sur la manière dont la presse métropolitaine parle des Outre-mer, ça c'est clair. Il faut connaître que France Télévisions a fait son travail. Bien sûr. Au journal de télévision de France 2, on en a parlé tous les soirs, avec des images signées souvent. L'existence des REFO dans le groupe France Télévisions a de ce point de vue-là une importance considérable. Mais sinon, c'est vrai que la tendance générale, c'est une information de seconde main, parce que, et j'arrive au deuxième problème qui est le plus intéressant, c'est que cette France multiculturelle, ouverte sur 10 collectivités territoriales, sur 3 océans, est incapable, à cause de la responsabilité des élites, de dire que c'est une chance. Voilà. Et comme effectivement il y a des décalages et des inégalités entre la métropole et les Outre-mer, dans les deux sens d'ailleurs. Très souvent, quand ça va mal, on dit, ils nous embêtent là-bas, ceux-là, etc., etc. Donc, tout ça, c'est du gâchis énorme, parce que ça empêche d'intégrer une vision multiculturelle. Indifférence ou petite hostilité, par manque de connaissances. Et alors, du coup, les élus sur place. Par erreur des élites, vous dites. Les élus sur place. Donc, moi, j'aurais souvent dit qu'on ne les voit pas beaucoup dans les débats nationaux, hein, les 43 parlementaires des Outre-mer, sauf pour le vote du budget des Outre-mer. Donc, eux-mêmes sont coupables, parce qu'ils sont constamment et fréquemment dans un rapport de force avec l'État, et je comprends pourquoi, parce qu'ils ont le sentiment d'être pas bien traités, mais en même temps, eux-mêmes n'assument pas les devoirs qui seraient les siens, les leurs, d'asseoir, d'intégrer ces territoires dans l'espace politique français. Donc, si vous voulez, c'est dans les deux sens. Donc, pour finir répondre à votre question, je crois que le gouvernement, il est mal à l'aise, hélas, par manque d'intelligence culturelle, politique, mais c'est vrai pour la gauche comme pour la droite, hein. C'est pas du tout un problème de droite. Là, vous tapez des deux côtés. Absolument. Il y a une bêtise intellectuelle, culturelle, une supériorité des élites, une arrogance, si vous voulez, qui est infernale depuis au moins 30 à 40 ans. Alors, on en restera là. On parlait donc de la Guyane, un département français d'Amérique. On va parler de l'Amérique. L'Amérique d'Obama. Vous avez vu cette semaine, hein, Hillary Clinton, Bill Richardson, Robert Gates, Eric Holder. Le candidat du changement Obama deviendrait-il le président de la continuité, Éric Zemmour ?
C'était écrit. Non. Je l'avais. Non, mais il l'avait dit. Donc s'il l'avait dit, merci. s'il l'avait dit, c'est que c'était écrit. Merci. C'est extraordinaire. Formidable. Bah oui, là il faut reconnaître. Ah, mais, Merci. Mais pas seulement là. Mais là en Chaque particulier. émission, vous êtes formidable. Ben Allez, oui, c'est on va vrai. essayer de gagner un peu de A à temps. Z, hein. Vous voulez, C'est vrai. vous voulez dire que votre c'était réponse écrit. était dans la question. Non, Ouais. Non, c'est c'est ça. dans mes C'est- réponses précédentes. Il l'a dit depuis Voilà. 1720. Exact. Au Candidat moins. du changement et président de la continuité. Mais écoutez. J'écoute. Là, c'est vraiment C'est signé. Non, je ne sais pas tout. Simplement, j'ai essayé d'analyser les discours d'Obama, c'est sa ligne politique qui était une ligne très centriste depuis le début. Il a tourné de façon très Mais habile la constitution de son équipe, c'est ça. avec la C'est crise l'expression économique. unique, centriste. Centriste, c'est pas la continuité. non. Si, attends. C'est On va la laisser continuité. s'exprimer quand C'est même. la continuité par rapport à Clinton. Ah ben si vous sautez Et que deux Bush. mandats, Non, évidemment. attendez. Ah oui. 2 secondes. Laissez sortir la Et clarté intellectuelle. Je de pense l'analyse de- que supériorité Bush intellectuelle. lui-même, j'ai toujours dit ici que Bush était un Clinton civilisé. C'est-à-dire qu'en fait, les Américains ont des intérêts. Bush était un Clinton civilisé. Clinton était un Bush civilisé. Excusez-moi. Oui. Merci. Parce que comme c'est tellement brillant, du fois, je Ouais, comprends. parfois, on est- On a eu un peu de mal. Hein. Ouais. Non, ce que je Non, veux mais dire, quelle c'est qu'il y a une brillance. continuité, Allez, on il y a laisse la finir. continuité des intérêts américains, il y a la continuité de la politique américaine. D'ailleurs, le fait de mettre Hillary Clinton aux affaires étrangères est très intéressant. Je C'est vous très rappelle courageux, qu'elle avait politique. voté. Oui, c'est courageux. C'est C'est très pas, courageux, c'est pas évident politiquement. du tout. Non mais attendez. Vous dites comme si. ça Vous relève dites, du vous courage dites comme si politique. tout Je peux était pas finir pas ma entendu. phrase. Mais si, mais On va- vous dites, il n'y a pas no news, no problème, no Non, news. j'ai pas dit ça. On va- Je dis que c'est. On va rien laisser, à voir. on va J'ai pas laisser dit ça. notre ami J'ai pas dit ça. Éric Je rappelle Zemmour qu'Hillary terminer, Clinton s'il vous plaît. a voté pour la guerre en Irak, ce qui et que n'était ça pas a le cas de été- Barack Obama. Merci, que ça a Il y a été. cinq Vous connaissez ans. bien la Yes. politique quand même pour ne pas Il y a reprendre, je 5 veux dire, ans. des raisonnements comme Mais, cela. Enfin, voilà. Ce- On Bon, va laissez- laisser, alors, on va vite, laisser vite. Éric Zemmour. Accélérez, accélérez. Bah, il va avoir bon, du mal si vous l'interrompez toutes les Accélérez, 2 mots. Ah oui, bah, bon. Allez. Allez à l'essentiel. Éric Zemmour, allez donc à l'essentiel. Je Voilà. vous propose Nous Dominique gagnerons tous Bolton. du temps. Donc on voit bien que il s'attache les personnes les plus expérimentées de l'establishment américain après les avoir vaincus. Des démocrates comme des républicains. Exactement. Après les avoir vaincus sur le mode du changement, donc c'est une grande habileté de sa part. Simplement, je pense que il va y avoir une grande continuité de la politique américaine sur le plan des affaires étrangères, sur le plan économique. Il va y avoir là, me semble-t-il, d'après ce que je crois comprendre, une politique de relance keynésienne. Quoique, je constate que il ne se refuse pour l'instant à sauver General Motors et Ford. Je pense que tout le problème d'Obama, c'est qu'il va devoir gérer le déclin américain et que ça va être très difficile. Le déclin américain. Alors, donc si on comprend bien, j'essaie de résumer en quelques mots ce que Éric Zemmour a mis un peu de temps à Mais dire. j'ai pas mis de temps, on m'a En interrompu gros, tout le temps. eh ben, il continue. Vous avez fini par En le dire. gros, le gouvernement qui est en train de créer Obama, Il s'aime beaucoup quand s'il même. vous plaît. Le gouvernement qui est en train de créer Obama exprime sa volonté centriste et sa volonté de continuité. Nadir, Alors, moi, je me mets à la place de l'électeur démocrate moyen américain. anti-guerre, Il a et Hillary plutôt Clinton. à gauche. Il y a des gens qui qui étaient dans qui l'administration a Bush. voté Barack Obama et qui constate et qui voit donc la constitution de cette administration Obama. Barack Obama, première inquiétude. Barack Obama avait fait campagne sur le thème du changement. On l'a répété, on l'a dit ici des centaines de fois. Il avait même dit cette phrase intéressante. Il avait dit le changement ne vient pas de Washington, il arrive à Washington. Bon, c'est quand même quelque chose de fort. Et qu'est-ce qu'on voit Ça me rappelle changer la vie, ça. et qu'est-ce allez, qu'on on laisse voit finir On voit Nadir. une équipe, une administration qui fait la part belle donc à des anciens membres de l'administration Clinton, des personnes très expérimentées, très certainement estimables et de grandes compétences. Non, mais je suis d'accord. Ça, Non, mais je remets crois pas ça en cause. que ce que Je remets pas ça Nadir en dit, cause. c'est l'inquiétude possible des électeurs qui parlaient non, du mais changement. Il va le dire. Voilà, personne expérimentée, mais il faut dire aussi que dans son équipe, il y a aussi des proches de Barack Obama, comme le secrétaire général de la Maison-Blanche, Rahm Emanuel, d'autres personnes à la sécurité intérieure, comme Janet Napolitano, qui est une proche aussi d'Obama, mais on peut dire quand même que c'est une équipe qui fait la part belle aux anciens membres de l'administration Clinton. Autre point, il avait fait campagne en disant il faut en finir avec les années Bush. En finir avec les années Bush. Pourquoi garder Robert Gates qui était membre de l'administration Excellente Bush. question.
Excellent. Je vous remercie de l'avoir posé. Non, mais Est-ce ça, qu'on va laisser j'ai finir envie. Non, mais je me mets toujours dans la place de l'électeur. à la place d'un électeur américain démocrate, qui a voté voilà, Obama. qui a voté Obama. Mais je crois que... Et qui a Mais été séduit, Francis, et qui moi, voulait après, du je vais changement. Et qui voulait du changement. Pourquoi Non, mais S'il vous plaît. La parole. Non, mais j'ai presque terminé. Non, mais parce que les questions... Est-ce qu'on pourrait laisser finir Nadir Djenad, je vous prie? Voilà. Donc pourquoi Parce que pour une fois qu'il est clair, non, c'est pas vrai. Vous Non, l'avez mais tous il est dit. tard, frère. Oh, mais je peux rien. Nadir, Je suis malade. Nadir est très clair en général. allez, Nadir. Non, voilà. pas le cas de tout le monde. Donc, pourquoi garder Robert Gates alors que on déclarait pendant la campagne électorale qu'on voulait en finir avec les années Bush? Aux États-Unis, beaucoup d'électeurs maintenant affichent leur déception. Ils disent qu'on a maintenant un troisième mandat Clinton. Dernier point, et je vais terminer. Dernier point concernant la cohabitation future entre Hillary Clinton et Barack Obama. Si vous vous souvenez de la campagne des primaires, ça n'a pas été tendre, non seulement ça n'a pas été tendre, mais il y a de profondes divergences sur plusieurs dossiers. Par exemple, l'Iran. Hillary Clinton a affirmé à de nombreuses reprises que si les Iraniens voulaient attaquer Israël, les États-Unis attaqueraient immédiatement l'Iran. Elle est moins favorable au dialogue que Barack Obama. Barack Obama a déclaré, lui, est plus pragmatique. Il dit que, oui, si pour résoudre la crise avec l'Iran, il fallait discuter avec les dirigeants iraniens, discutons avec les dirigeants iraniens. Donc j'attends de voir sur le dossier iranien Vous sentez une différence sous-jacente. Exactement. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que il est précis, Nadir Djenad. Alors, je les vois tous les deux là. On va donner la parole à Francis Laloupeau, qui l'a eu peu jusqu'ici. Il faut quand même. Je vous remercie Les de le noirs, reconnaître. les noirs Non, sont mais- toujours privilégiés à Je vous RFO, c'est remercie. normal. Les petits blancs, non. Ne dites pas de bêtises comme ça, Oh, Dominique Volton. arrêtez, on Ça peut- pourrait être interprété au Mais- premier degré. On ne Oh. sait jamais. J'ai Francis aucun Laloupeau. Mais écoutez, moi je me sens interpellé par tout ce que vient de dire Nadir, qui a dit ça avec une certaine jubilation d'ailleurs, parce que je sais que nous avons eu des discussions sur l'élection présidentielle. Mais Non, vos discussions dans les coulisses, Ceci dit, il y avait beaucoup de clarté avec une précision remarquable. Au fait, si j'ose dire, Francis. D'abord, c'est Obama qui est élu, ce n'est pas Hillary Clinton. Donc, Hillary Clinton fera la politique fixée par M. Barack Obama. Donc, quelles que soient les Message déclarations... transmis à Hillary Clinton. Non, mais c'est clair, je veux dire que quelles que soient les Francis déclarations... Laloupeau est très traditionnaliste, c'est l'homme qui commande. Quelles que soient... Oh, je vous en prie. Quelles que soient... Ça pourrait être mal interprété, ça, Quelles que soient les déclarations de Hillary Clinton par le passé, je crois que c'est Obama qui commande et que c'est lui qui fixe la ligne. Deuxièmement, le fait que Robert Gates soit reconnu dans ses fonctions, Il faut rappeler qu'il était dans l'administration je Bush. crois que là, nous sommes dans une démarche à la fois subtile et paradoxale, mais très intelligente en même temps, intéressante politiquement, c'est de garder à cette place-là, celui qui a géré la guerre en quelque sorte pour la terminer. C'est-à-dire, c'est une démarche politique intéressante. Bon. C'est de la récupération. Non, c'est pas, non, c'est pas de la C'est récupération. l'utilisation de l'expérience. c'est de- L'utilisation d'une expérience. L'utilisation d'une expérience. Et le fait que on nous dise depuis quelques semaines que voilà, c'est le retour des Clintoniens, c'est un troisième mandat de Clinton. D'abord, c'est même pas une continuité puisque nous avons eu quand même 2 mandats de Bush, donc on n'est pas dans la continuité. Clinton, c'était quand même il y a 8 ans. Et deuxièmement, pourquoi ne pas se réjouir, au fond, que des gens qui étaient très expérimentés, qui ont été auprès de Bill Clinton, puissent être aujourd'hui aux affaires, avec une nouvelle impulsion, avec quand même un élément que Eric Zemmour oublie, c'est que il y a ce qu'on appelle quand même la culture politique. Il est évident que la culture politique à Washington, à la Maison-Blanche, demain, sera différente de celle que nous avons connue depuis 8 ans. Et par ailleurs, Bill Clinton n'a pas été le plus mauvais président de la République qu'on ait connu, et on le sentait depuis quelques mois déjà, que les tensions qu'il y avait entre Barack Obama et Bill Clinton relevaient presque, je dirais, de l'Oedipe en quelque sorte. Il y a quelque chose, effectivement, il y a une culture commune, il y a une culture politique commune entre Bill Clinton et Barack Obama. Alors, et ce centrisme dont vous parlez, Francis, oui. on avait reproché déjà à Bill Clinton à l'époque, même pendant sa première campagne électorale, l'avoir appliqué. d'être Mais au bien centre. sûr, mais Mais bien on a vu pendant 8 ans. Je veux dire, une politique absolument. américaine, à la fois subtile, intelligente, une capacité de gérer les contradictions mondiales, qui a pu conserver la paix de manière relative aux États-Unis et dans le monde. Et aujourd'hui, le fait que Barack Obama puisse s'entourer des meilleurs, puisse s'entourer des intelligences, Pour vous, c'est bien. qui sont des intelligences éprouvées, sous son impulsion à lui, parce qu'il a promis le changement, et c'est lui qui a impulsé le changement qui lui Allez, donne Francis. corps. Je crois qu'il est intéressant d'observer dans les prochains mois la structuration de cette politique-là. Moi, je crois que ce changement est réel parce que le conducteur va instaurer
dans ce pays, aux États-Unis, une culture politique tout à fait nouvelle. Il nous reste 10 minutes d'émission. Dominique, un peu long, mais allez vite. Venant de vous, ça m'étonne. Soyez pas l'arbitre des élégances, Dominique. Soyez pas l'arbitre des élégances. Trois choses là, sur la question que vous avez posée. Parce qu'il nous reste 10 minutes d'émission. C'est pas parce que un certain nombre de démocrates de gauche sont déçus parce qu'ils voulaient une rupture. De gauche, certains démocrates. Oui, enfin, peu importe. Un certain nombre auraient voulu une rupture, dont acte, c'est vrai. Deuxio, pourquoi pas. Deuxio, on peut faire exactement l'hypothèse inverse. C'est-à-dire que cet homme qui est quand même à Paris, à lui tout seul, compte tenu du symbole qu'il est, qui veuille rassurer, qui veuille s'entourer d'expérience, d'autant qu'il veut s'occuper de la situation intérieure, et que sur l'international, il n'a pas qui fasse ce choix. Pour une sorte d'union nationale. Oui, alors qu'il fasse ce choix de reprendre les meilleurs des deux camps. Moi je pense que c'est aussi un moyen de ne pas exacerber la haine, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer une fois qu'il va être élu président. C'est quand même pas un pays, il est à la fois ce pays capable d'aider cet homme, mais il est aussi capable d'être très violent, très raciste. Donc, par conséquent, donc moi, je suis pas forcément scandalisé. Puis la troisième chose, je pense qu'il faut dire, c'est que quand il a fait sa campagne, la crise n'était pas là. Du coup, il peut tout à fait avoir une réaction, comme vous l'avez dit, union nationale, c'est-à-dire, il faut veiller au plus pressé. Et après tout, si ça se passe bien, si l'atterrissage d'Obama se fait bien dans le pays et dans les relations internationales, à ce moment-là, il pourra faire une innovation derrière. Mais moi, il aurait pris que des jeunes, faisons le raisonnement inverse. Il aurait pris que des jeunes inconnus, on leur dit, oh là là, il va à la catastrophe. Il prend des expérimentés, on lui dit, putain, habile, mais on comprend bien. On verra. À revoir. Voilà. J'aimerais qu'on aborde, il nous reste 8-9 minutes d'émission. Oui. À revoir, on aura l'occasion d'en reparler au moment de son investiture et puis au moment où la politique incarnée par ces hommes se mettra vraiment en place. J'aimerais qu'on revienne, là encore, sur l'Inde et le Pakistan. Parce que depuis l'attentat de Bombay, les relations entre les deux pays se tendent de nouveau et j'aimerais avoir vos lumières sur un fait qui paraît un peu étonnant. Alors que le Pakistan, dirigé par le mari de Benazir Bhutto, avait commencé à changer certains dirigeants des renseignements, des services secrets pakistanais accusés d'être liés à Al-Qaïda ou à l'islamisme, alors qu'ils avaient fait quelques efforts en direction du gouvernement indien. Donc on sentait, bien sûr sous l'amicale pression des États-Unis, mais on sentait un rapprochement possible entre ces deux pays. Les attentats de Bombay ont eu pour première conséquence de voir un raidissement terrible du gouvernement indien qui ne cesse d'accuser Islamabad. Alors moi j'ai un peu envie de poser la question à Éric Zemmour. Pourquoi ? Pour détourner le regard des difficultés indiennes. J'ai vu que le ministre de l'Intérieur indien venait d'indiquer qu'il y avait des défaillances dans la sécurité et dans la surveillance. Ou est-ce que c'est pour faire pression sur le gouvernement d'Islamabad ? On ne comprend pas très bien pourquoi, alors qu'il y avait un rapprochement qui commence à s'exprimer du côté Pakistan vers l'Inde, le Premier ministre indien semble violent et très violent contre le Pakistan. Vous avez une explication politique à ça ? Écoutez, non, j'ai pas une explication. Je vais essayer de donner des pistes. Comme ça va aller vite. De ce que j'ai cru comprendre, de ce que j'ai lu. Tout ça est encore confus. Si je comprends bien, il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a effectivement le groupe terroriste est un groupe pakistanais, c'est de l'aveu même des terroristes vivants qui ont été pris, lié aux services secrets pakistanais, en tout cas une partie des services secrets pakistanais qui manifestement affrontent une autre branche des services secrets pakistanais sous la direction du président pakistanais. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, donc l'Inde a légitimement raison de s'en prendre quand même au Pakistan, puisque ça vient de chez eux. Deuxièmement, il y a, d'après ce que je crois lire et ce que je crois comprendre, quelque chose de curieux, c'est que les services secrets indiens avaient été informés de risques d'attentats autour des grands hôtels de Bombay, qu'il y avait eu des mesures de sécurité de prise et qu'elles ont été levées une semaine avant l'attentat. Alors, est-ce que c'est de une erreur, des involtures ? Est-ce que certaines branches aussi des services secrets indiens voulaient pousser à l'affrontement avec le Pakistan ? Vous dites en gros qu'il y a peut-être des jusqu'au-boutistes des deux côtés. Exactement. En gros, c'est ça que vous parce qu'il y a une question islamo-indienne, si j'ose dire, c'est-à-dire que depuis des années, il y a une population musulmane qui est évaluée à 150 millions d'habitants en Inde, et qui 1947 depuis la partition. Bien sûr, il en restait, mais là, ça devient
qui est en but, important, qui est en but quand même à un certain nombre d'humiliations. Hein, en tout cas, il y a manifestement une impossibilité, une cohabitation difficile entre les musulmans et les hindous. Il y a des affrontements. Quel est l'œuf, quelle est la poule, on n'en sait rien. En tout cas, il y a une difficulté. Et dernière chose, il y a une offensive manifestement des mouvements musulmans islamistes qui estiment qu'ils ont le vent en poupe, qu'ils vont gagner en Afghanistan, qu'ils ont partie gagné en Irak et qu'ils peuvent attaquer l'Asie du Sud et donc l'Inde. Et on voit bien, d'après ce que j'ai, comme ça qui explique d'après ce que j'ai, une dernière chose, les services secrets israéliens aident les forces militaires indiennes dans pour les formes pour la répression des attentats. Et cet attentat-là serait aussi une réponse à l'intervention, parce que vous avez vu qu'ils ont ciblé les Américains et les Israéliens. Absolument. Et les Britanniques. Et les Britanniques. Pardon, Dominique, vous avez raison. Oui, les Français, mais très peu, mais en vrac, c'était surtout ça. Donc voilà. Dominique Volton. C'est pas très court, ça. Je suis désolé, je croyais que j'avais des choses intéressantes. Il nous reste 3 minutes d'émission. Passionnante. Il nous reste 3 minutes d'émission. Tout le monde essaie d'aller vite pour donner son point de vue. Je voulais simplement dire que cet exemple-là, les relations indo-pakistanaises sont tellement violentes, tellement anciennes et tellement complexes que gardons-nous, à partir d'un événement tragique et d'explications immédiatement diplomatico-politiques, services secrets, ne réduisons pas la violence, la complexité. C'est le même problème dans presque tous les endroits du monde. Si vous voulez, des événements tragiques arrivent, nous, les Occidentaux, on plaque une analyse qui correspond à nos critères. Et en fait, moi, je ne suis pas du tout spécialiste sur le continent indien, mais c'est monstrueusement compliqué. Certes, il y a des données objectives qu'on peut voir, mais il y a aussi des contentieux, des rapports de force. Voilà. Donc, j'ai envie de dire là-dessus, ou si je prends un autre exemple sur l'Afrique, ou sur le sous-continent. L'hypothèse du jusqu'au boutiste des deux côtés vous paraît quelque chose de possible? Oui, mais à condition qu'on ne se contente pas de faire une analyse factuelle et qu'on tienne compte du fait que derrière la monstrueuse complexité des rapports de civilisation, de culture, de religion empêche de réduire ça à cela. À cela seulement. Voilà. D'accord. Francis, un mot rapide, il nous reste très peu de temps. Écoutez, je laisserai la parole à Nadir, qui n'a pas beaucoup de choses à dire. Parce qu'un mot rapide sur un sujet aussi important. Je crois qu'il faut aujourd'hui craindre des risques d'affrontements confessionnels. Ça, c'est d'abord un premier point. Plus que de pays à pays, vous craignez plus que de pays à pays. Des conflits interreligieux. Oui, je crois que le discours indien aujourd'hui qui se radicalise, c'est une posture un peu. C'est un discours à usage interne d'abord pour rassurer la population indienne. C'est une hypothèse, cher ami. C'est une hypothèse parce que cela se fait en politique. Je crois qu'aujourd'hui la population indienne a besoin d'être rassurée après ce traumatisme quand même. Donc il est normal que le pouvoir indien affirme son autorité à nouveau. Deuxièmement, il faut toujours rappeler que les musulmans sont une minorité en Inde et que le risque serait que ces musulmans soient pris comme cible en représailles à ce qui vient de se produire. Il y a toujours cette difficulté-là. Ceci étant, la tension qui existe entre le Pakistan et l'Inde, c'est une tension qui est ancienne, c'est une tension qui se négocie au jour le jour. Il ne faut pas que le pire n'est jamais sûr et je ne pense pas qu'on puisse assister demain à un affrontement entre le Pakistan et l'Inde. Alors, on va laisser la parole à Nadir. Pour terminer, très très dur de faire court sur un sujet aussi sensible. Peut-être juste dire que ces attentats sont intervenus dans un contexte aussi où au Pakistan, les choses bougent. Hein. Bon, le Pakistan aussi connaît une multitude d'attentats. Il y a un nouveau président au Pakistan, Zardari, le mari de Benazir Bhutto, et il a affiché très rapidement sa volonté de supprimer de faire un nettoyage parmi les services secrets pakistanais. Voilà, exactement. Avec les islamistes. Et d'après ce qu'on peut lire, bien entendu, parce que moi aussi je suis pas spécialiste de la question, d'après ce qu'on peut lire, il est en proie à des difficultés. Il n'arrive pas, à affirmer son autorité au sein des services secrets pakistanais qui sont véritablement un État dans l'État. Donc il y a aussi un contexte politique, un contexte pakistanais comme il y a un contexte indien. Comme il y a un contexte indien. Voilà. Éric Zemmour allait, comme d'habitude, reprendre la parole. Malheureusement, on arrive au terme de l'émission. Je sais bien qu'on n'aura pas fait le tour de la question. On aura, je pense, l'occasion d'y revenir. On vous remercie de votre fidélité. À la semaine prochaine.